En direct avec Caroline Forgue, candidate pour la liste de gauche, l'alternative, la seule liste de gauche de ces 8 listes, puisque les autres, c'est 7 listes de droite, on peut le dire. Alors, Caroline Forgue, c'est quoi être de gauche ? Alors, nous sommes une liste citoyenne, c'est-à-dire que nous regroupons des habitantes et des habitants de Perpignan. Ouais, mais ça, c'est pas ma question. La question, c'est quoi être de gauche ? Eh ben, je vais te l'expliquer. Laisse-moi le temps de développer. Donc, et on est soutenu effectivement par des mouvements, des forces politiques de gauche. On est à gauche parce que on défend une transformation démocratique, on défend une autre politique, un renouveau politique à Perpignan, pour en finir avec une politique professionnelle qui nous amène un peu droit dans le mur et qui a laissé la ville dans l'état où elle est maintenant. Pourquoi tu veux une politique amateur ? C'est pas une politique amateur. Parce que tu dis contre les professionnels, ça suppose que... C'est pas une politique amateur du tout, c'est une politique qui est faite par les habitants. Notre collectif, on regroupe des militants associatifs, des militants syndicaux, des simples habitants, où on a des idées pour Perpignan, parce que, y compris professionnellement, des professionnels, des commerçants, des architectes, tout ce que tu veux, on sait dans quel état est la ville, on veut développer les projets parce que on sait ce qui marche, et donc c'est pas du tout amateur, c'est tout à fait sérieux. On se retrousse les manches, on construit le programme au sein d'ateliers avec de la participation, et on a des idées bien précises pour la ville. Tu me dis, on sait dans quel état est la ville. Alors dans quel état justement elle est la ville ? Elle est dans un état proche dégradé. De l'Ohio. Ouais, voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc la ville, une ville de 120 000 habitants, une personne sur 3 en dessous du seuil de pauvreté, un taux de chômage énorme, 15% des logements qui sont vacants, 30% en centre-ville. Côté une politique culturelle qui est concentrée sur le centre-ville, des quartiers qui sont désertifiés, avec des centres sociaux où il y a très peu d'animation, qui ne sont pas indépendants, contrairement à ce qui se fait généralement dans les grandes villes. Donc pas un tissu associatif qui existe, un tissu culturel qui existe, mais qui n'est pas soutenu par la municipalité, qui est plutôt à étouffer les initiatives des habitants plutôt qu'à les soutenir. Donc ça, c'est côté social, et puis côté et culturel, et côté écologique, on est dans une ville où on a 40 000 véhicules jour qui traversent la ville, c'est-à-dire autant que l'autoroute A9, donc un taux de pollution, un taux d'émission de gaz à effet de serre. Donc on a fait des efforts sur les énergies renouvelables, mais côté transport, on en est au balbutiement, et c'est clairement un enjeu des prochaines élections. Alors justement, on a eu Monsieur Pujol qui a enfin réussi à se déclarer, parce qu'il hésitait, tout ça, est-ce qu'il allait reprendre des vacances à Marrakech ou pas. Et il a eu une idée géniale qui devrait te satisfaire. Il veut un tramway. T'as aimé Claude Simon, le tramway, tout ça, non ? Le tramway, Claude Simon, j'ai adoré. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc, on est... Bon, alors, le tramway, qui était une proposition d'il y a 6 ans. Ouais, de Jean Caudoniès. De Jean Caudoniès, qui avait qui a été cloué au pilori par tous les autres. Donc, effectivement, il ressort. Alors, le tramway... Ça aurait été bien si on l'avait déjà. Ouais. Ça aurait été. Ça c'est comme la prime de Noël. Ouais, voilà. Et c'est une option qu'il faut étudier. Ceci étant, si on nous promet le tramway, si c'est pour l'avoir dans 6 ou 10 ans, parce qu'un tramway ça se fait pas en claquant des doigts, il y a des choses à faire beaucoup plus rapides. Dans l'urgence. Dans l'urgence, pas dans l'urgence. Oui, c'est tout pour à gauche s'il y a vraiment urgence. Donc. Qui est de mettre en place un système de transport efficace. Ça passe par des lignes en site propre, et on peut les faire sans attendre le tramway. On a des boulevards à 2 fois 2 voies, donc on peut en réserver une au bus pour avoir des liaisons. C'est déjà plus ou moins le cas, non ? Ah non, pas du tout. Pas sur boulevard des Pyrénées, pas sur la pénétrante, pas sur Place Catalogne, pas sur... Place Catalogne, par exemple, c'est un carrefour
un carrefour routier. Qu'est-ce qu'elle a comme est-ce qu'elle a vraiment une définition de place, étant donné qu'on doit faire un détour quand on est piéton pour aller du cœur de ville à l'avenue de la Gare? Non, une place, ça se traverse à pied. Donc à Perpignan, on est spécialiste, les places ne se traversent pas à pied et il faut se dépêcher pour traverser les boulevards parce que le feu vert ne dure pas très longtemps. Oui, mais malheureux vaincu, comme disait Brennus aux Romains quand il pillait Rome. La question, tes bus, tu les mets à quoi? À l'huile d'olive, au gazole? Les bus, tu les fais tourner à quoi? Alors les bus, on a... électrique, etc. C'est une question que j'avais posée à Jacques Cresta il y a des années. Très bien. Les bus, déjà, on peut renouveler la flotte, parce qu'on voit qu'il y a un sous-investissement sur la flotte de bus de Sankeo, pour qu'ils polluent moins. Et après, la filière d'avenir, c'est d'utiliser la méthanisation des déchets pour produire un carburant du biogaz et donc un gaz véhicule qui permet d'alimenter donc les bus. C'est une sorte de GPL, de bus au GPL. Bah oui, ça se fait à Lille, ça se fait dans plein de villes, c'est-à-dire utiliser les ressources énergétiques qu'on a localement pour alimenter les besoins locaux. Voilà, et c'est bon, pas l'électrique si le véhicule électrique, si l'électricité n'est pas produite de façon renouvelable, on règle pas le problème ni de la ressource énergétique, ni du bilan carbone. Nucléaire, ouais, c'est ça. C'est une pub des années 80. Pour revenir, alors, on a parlé du transport, etc. C'était pas mal pour commencer. Là, on est dans le quartier néo-universitaire. En l'état, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on a fait une belle action de faire revenir l'université au centre-ville comme ça, ou il aurait fallu faire autrement, et comment continuer ou pas, etc., etc. Alors, c'était une bonne idée sur le papier. La problématique, c'est qu'elle n'a pas du tout été préparée. Donc, les étudiants, ils sont là, mais on ne les voit pas. Ils n'irriguent pas le centre-ville. C'était quand même l'objectif que d'avoir... c'était pas pour leurs beaux yeux. C'était pas pour leurs beaux yeux, c'était pour remettre de la mixité en centre-ville. Or, on n'a pas préparé un lien avec la restauration et avec le Clous pour qu'ils viennent manger en ville. On n'a pas préparé leur accueil dans des logements. Donc, on a posé l'université là. En s'en félicitant et puis en se disant advienne ce que pourra. Donc il y a aucun impact aujourd'hui précis sur la vie du centre-ville de ce retour de l'université en ville. On peut aussi se poser la question du financement de tout ça, alors encore que les bâtiments dans le cadre d'un projet de ville que ce soit la mairie qui investisse sur les bâtiments, pourquoi pas, ceci étant c'est aussi la mairie qui paye l'électricité, qui fait le ménage, etc. Donc on a énormément investi sur ce projet-là pour aujourd'hui des retombées très, très faibles. Infinitésimales. Et c'est pas parce que cette municipalité, elle pose des projets comme ça, sans concertation. Elle pense pas à une politique, elle fait des coups. Voilà, donc elle a des bonnes idées, elle les fait. Des bonnes idées soi-disant, elle les fait et puis advienne ce que pourra, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de vision globale, donc l'idée c'est bien sûr d'avoir un projet pour le centre-ville, une politique pour le centre-ville, une politique de réhabilitation qui soit concertée avec les habitants, avec les commerçants, qui aussi se base sur le fait qu'on a un patrimoine à conserver, qu'on réhabilite la ville et qu'on la détruit pas pour refaire des planchers béton, mais qu'on valorise le plan de la ville, le plan historique de la ville et ses bâtiments, y compris les moins impressionnants, bien sûr qu'on conserve ceux qui ont une valeur patrimoniale, et qu'on arrête d'être sur le schéma démolition, reconstruction. Et puis ça participe aussi de l'économie circulaire, parce que détruire, évacuer des déchets pour dépenser du béton et refaire des bâtiments, c'est pas vraiment dans l'air du temps. Il y a plein de villes, j'ai entendu ce matin un sujet à la radio là-dessus, en Seine-Saint-Denis, justement, sur des quartiers en réhabilitation qui réutilisent les matériaux. Et on a de quoi, sur le centre-ville,
avoir aussi une filière économique, c'est-à-dire et de formation et d'insertion sur des métiers de réhabilitation, sur des métiers sur des matériaux nobles, plutôt que juste de démolir et reconstruire des planchers béton. Voilà, tout simple. Alors, on a un théâtre là qui avait 204 ans, enfin il les a toujours, Ouais. mais on l'a transformé en lieu d'enseignement du droit, on va dire, pour le dire vite. Qu'est-ce qu'on en fait? On conserve ça ou on les vire pour refaire un théâtre? Alors ça, on va précisément revoir. Moi, je crois que la première chose qu'on va faire quand on arrivera à la mairie, c'est un audit des bâtiments municipaux. C'est-à-dire que la municipalité a plein de bâtiments, à quoi ils servent et qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc c'est clair que le théâtre municipal, quand Alduy a fait le théâtre de l'Archipel, il nous avait dit qu'il le conserverait pour la pratique culturelle, amateur, pour les concerts, etc. Elle n'a pas été utilisée. Pourquoi? Parce que c'était loué des prix exorbitants. 2000 euros. 2000 euros. Les associations qui... Plus le coût de la sécurité à fournir. Place, voilà. Donc du coup il n'a pas vécu, donc c'était de bonne guerre de se dire on n'en fait rien, donc on va en faire un amphithéâtre. Alors dans quel état il sera à la fin des travaux? Je crois qu'on est tous assez inquiets sur le fait, sur les travaux. À préciser que la ville est maître d'ouvrage et maître d'œuvre de ces travaux, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pris la tâche de professionnel du bâtiment pour l'accompagner, donc ça c'est aussi un peu étrange. Il y a peut-être des architectes dedans qui bossent pour eux. Voilà, bon, mais si on a un projet, qu'on intervient dans un bâtiment historique, on fait un peu gaffe et on va chercher aussi du conseil à l'extérieur, parce qu'il me semble que la profession des architectes ou des historiens, etc., ont de quoi apporter là-dessus. Donc, ce qu'on pourra en faire, dans quoi, mais typiquement le théâtre municipal Place de la République, ça doit être un lieu culturel, ça doit être un lieu qui est ouvert sur la ville et qui permet un accès à la culture pour tous, qui est une salle de spectacle, on en manque cruellement. À Perpignan, on n'a pas de place publique, on n'a pas d'agora publique, on le sait bien parce que nous on essaye d'organiser des réunions dans l'espace public et on n'a pas ces lieux d'accueil mise à disposition. La salle des libertés, on vous l'a pas prêtée? La salle des libertés, on nous la prête régulièrement, mais pour notre assemblée, elle n'était pas disponible. Et d'autres salles de la municipalité dans les quartiers qu'on a demandé ne sont pas accessibles. Dans le cadre de la campagne, le samedi après-midi. Voilà. Heureusement qu'il y a les communistes qui prêtent leur bunker. Donc, heureusement que le Parti communiste nous a accueillis dans ces locaux, avenue de Prades, qui sont, ceci étant, très agréables pour faire une assemblée. Alors, est-ce que c'est une ville où il y a assez de bancs et de verdure, de fontaines, etc. Est-ce qu'on peut flâner? Est-ce que c'est une ville où on flâne? Tu donnes la réponse, non? Non, je sais pas, non. Il y a un peu d'interrogation. Bon, alors bien sûr que c'est une ville... si on prend les deux extrêmes, on a la place des Esplanades. Ouais. Rénové il y a Bernard Cabane, par Bernard Cabane, et on a des bancs, on a une fontaine, et que je sache, il n'y a pas d'esclandre tous les soirs. C'est une place qui vit, c'est-à-dire que dans la journée, les retraités s'assoient sur les bancs, à la sortie du collège, les jeunes s'assoient sur les bancs, et que c'est la preuve qu'on peut avoir un espace. Il n'y a pas de SDF, parce que c'est ça la grande inquiétude. Si les SDF moi j'aimerais bien avoir des bancs, mais je me dis si c'est pour mettre des SDF dessus quand même. Non, de toute façon, il y a deux choses. Il y a déjà l'accueil de la ville. C'est clair que pour les habitants, quels qu'ils soient, et pour ceux qui se déplacent à pied, qui n'ont pas de voiture, et si on veut rendre la ville agréable, piétonne, il faut avoir des bancs pour pouvoir se poser, pour se reposer, et ne pas être obligé de se mettre à une terrasse de café et de payer un café pour avoir le droit de s'asseoir. Place République, c'est ça. Il faut consommer pour avoir le droit de s'asseoir. Donc ça, c'est pas la conception de la ville. La ville, c'est un espace qu'on partage.
et c'est l'espace où on se rencontre. Donc c'est ça qu'il faut travailler. L'autre question, c'est effectivement, on a enlevé les bancs à l'Ébosile parce que il y avait des squats. Et bon, du coup, les SDF, ils s'assoient par terre. Enfin, je veux dire, ils sont pas forcément partis. Ils vont peut-être squatter un petit peu moins longtemps, mais à un moment donné, il faut regarder cette situation en face. Il y a des personnes sans domicile fixe, il y a des groupes qui squattent, qui s'alcoolisent sur la voie publique. Pourquoi ? Parce que on a une situation économique et sociale désastreuse à Perpignan. Donc c'est pas en les chassant du paysage qu'ils vont disparaître. Et d'ailleurs, il y a eu des épisodes avec un SDF qui est mort il y a pas très longtemps. Est-ce qu'on accepte ça ? Donc ici, la municipalité, la précarité, la pauvreté, ça n'existe pas. Si on écoute les programmes des uns et des autres, ça n'est pas présent. C'est pas comme si on habitait dans une ville où une personne sur 3 est en dessous du seuil de la pauvreté. Ça, a priori, personne ne le sait. Donc, il faut regarder cette réalité-là en face, apporter des solutions sur le logement, sur l'accompagnement, sur l'accès aux droits, pour faire reculer cette misère sociale et ne pas... on est quand même dans une ville qui a éteint ses fontaines en pleine canicule cet été, pour aussi empêcher les regroupements, parce que les fontaines, c'est des endroits de fraîcheur, donc on parlera des îlots de fraîcheur à la suite. Comment ça se fait qu'on est dans une ville, effectivement, où il n'y a pas de toilettes publiques, où il n'y a pas accès à l'eau potable, alors qu'on est dans une ville méditerranéenne, où on a besoin, où il faut être chaud. Donc on a besoin de se poser, de boire un verre d'eau et avoir accès à l'eau potable. Ça me semble le premier des droits, un droit qui ne semble pas démesuré. Ouais, mais est-ce que c'est pas encourager la paresse finalement que de donner des facilités à tous ces gens qui n'ont pas les moyens, que s'ils trouvaient un travail en traversant la rue, pourraient se débrouiller autrement et pas être à notre charge? Est-ce que on est sur une situation où on est sur du plein d'emploi à Perpignan, qu'on a une activité économique dynamique, quelle est la politique économique qu'on a localement? Donc il faut impulser des filières qui correspondent aux ressources qu'on a sur le territoire. Donc filière, j'en ai parlé sur le bâtiment, mais le bâtiment autrement, c'est-à-dire il faut reconstruire, réhabiliter la ville sur la ville, des filières aussi autour de l'agriculture et de l'alimentation, puisqu'on est une ville agricole dans une communauté urbaine agricole. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait uniquement des choses pour être exportées, ou est-ce qu'on recrée, est-ce qu'on arrête l'artificialisation des sols, on installe de l'agriculture pour alimenter la ville dans avec une alimentation locale, bio, de qualité? Et on a des débouchés dans la restauration scolaire, dans la restauration collective. Donc, donnons des perspectives économiques à Perpignan avant de reprocher aux gens de pas s'en sortir et de ne pas avoir traversé la rue. Je pense qu'on connaît tous. Et nous, sur notre liste, dans notre collectif, on a des gens qui sont précaires, on a des gens qui sont chômeurs, on a des gens qui sont porteurs de handicap, qui ne trouvent pas d'activité. Et donc, arrêtons de stigmatiser les précaires et montons les filières de formation, les filières économiques, stimulons ces filières pour offrir une activité. Et aussi, il faut encourager les initiatives économiques, l'économie sociale et solidaire, l'économie du don, du partage, les coopératives, les sociétés d'intérêt collectif qui font qu'on se met ensemble, les habitants, les professionnels, les collectivités, pour construire, pour porter des projets, par exemple la rénovation énergétique, accompagner les gens dans leurs travaux de rénovation énergétique. Ça peut être fait avec des agences locales de l'énergie où on met le paquet. Le gouvernement soutient la rénovation énergétique. Pour revenir sur, est-ce que ça vaudrait la peine de reconstruire une industrie agroalimentaire ici qui existait fut un temps,
Ou ça vaut pas la peine? Ça Parce que c'est industrie. C'est une industrie de transformation. Oui. C'est une industrie agroalimentaire. Si tu dis industrie agroalimentaire, tu vois des industries qui exploitent une ressource agricole, qui la transforment et qui l'envoient partout en France et en Europe. Bien sûr, monter une politique alimentaire basée sur une politique agricole qui est basée sur une politique foncière, c'est une politique, c'est une politique où on cultive localement pour consommer localement. Donc bien sûr, il faut transformer. Si on a des céréales pour en faire du pain, il faut un meunier, il faut un boulanger. Et donc ça, c'est de l'emploi local sur des ressources locales pour une consommation locale de qualité. Et un boulanger, ça défiscalise pas ou ça se barre pas au Delaware? Voilà, un boulanger, ça ne fiscalise pas. Les travailleurs du bâtiment, les artisans, les commerçants, c'est de l'emploi local. Donc il faut favoriser les PME, PMI et les artisans, pas au-dessus. Tu crois pas faire venir une grosse industrie comme fut un temps, il était question d'IBM, Volkswagen, etc. Attirer comme ça des grosses boîtes, ça vaut pas la peine? Des boîtes qui ont un projet intéressant, je veux dire, il n'y a pas de raison. Elles ont un projet, faire du profit. Oui, enfin, il y a des entreprises, les entrepreneurs économiques, il ne s'agit pas de lui jeter la pierre dans l'absolu et de se dire que c'est pas bien. Pourquoi on a refusé IBM? Parce qu'on a refusé qu'il y ait des cadres qui s'installent à Perpignan. Donc c'est du temps Paul Laduit, pour rappeler. Et qui change le paysage politique, parce que quand on a quelques centaines ou quelques milliers de cadres qui s'installent dans un bassin d'emploi, bien sûr, on change les rapports de force politique. Donc c'est pas du tout attirer des filières de qualité, des filières d'avenir sur les énergies renouvelables, sur l'économie circulaire, etc. Il n'y a pas de problème. Il faut avoir une politique d'accueil qui reste on a des zones d'activité. Il ne s'agit pas et des zones industrielles. Il paraît qu'on en manque. Donc il y a à réfléchir sur l'urbanisme, où on les installe et dans quelles conditions et comment on les relie à des systèmes de transport. Donc ça fait partie d'une politique de la ville qu'on assumera sans problème. Ceci étant, le tissu local, les artisans, les commerçants, c'est aussi tout à fait important. Il faut qu'ils trouvent leur compte. Et aujourd'hui, on les écoute pas plus que les habitants. C'est-à-dire, les commerces dans les quartiers, est-ce qu'on s'en occupe? Ils ferment comme dans le centre-ville. Et les commerces, c'est de la vie. Et la vie amène le commerce. Donc l'objectif de notre municipalité, ça sera de remettre de la vie dans les quartiers avec des lieux de vie, des lieux associatifs, des lieux qui puissent accueillir des ateliers de réparation, des lieux qui puissent où on fait le lien, où on vit ensemble dans la cité. Et du coup, des commerces s'ouvriront à côté, etc. Donc c'est d'être dans une dynamique positive où on vit la ville et on arrête d'être uniquement concentré sur le centre-ville en oubliant tout le reste de la ville. Alors, la question qui se pose, c'est que ton pays, il a l'air merveilleux, il y a un côté île aux enfants, mais est-ce qu'on sera compétitif dans l'espace des villes méditerranéennes au-delà? Parce que moi, je me soucie, le monde est une grande compétition, et est-ce qu'on sera assez armé ou, à force de trop de bonheur, on se laissera totalement aller, quoi? Alors, compétition, est-ce qu'il faut être dans une optique de compétition? Moi, c'est ce qu'on me dit. Je pense, c'est ce qu'on me dit. Tous les jours. J'ai Macron au téléphone. Et les projets qui étaient portés par les précédents maires et qui sont portés par les candidats, c'est de se dire on doit jouer une compétition entre Montpellier, Toulouse et Barcelone et on doit la gagner. Moi, je crois pas que si on se passe dans cette optique, on va la gagner. Donc nous, on se place dans une optique clairement de coopération. C'est-à-dire, c'est quoi le rôle de Perpignan, ville frontière qui fait le lien avec la Catalogne, avec lequel on pourrait coopérer, on pourrait avoir des politiques communes qui soient
soit gagnante pour Perpignan, et les deux autres capitales régionales, et il faudrait faire la course à l'échalote pour attirer du Airbnb, pour attirer pour avoir une place culturelle, c'est-à-dire qu'on faudrait qu'on rentre dans un catalogue de villes qu'il est bon à visiter. Alors, ne rentrons pas dans un catalogue, faisons de la qualité, partons de ce qu'on est, c'est-à-dire une ville qui a un patrimoine, qui a une histoire, qui a une diversité, une richesse, une ouverture sur le monde absolument incroyable, bien que nos politiciens ne la voient pas. Et donc, partons de là pour avoir une offre culturelle, une vie culturelle, pour valoriser notre patrimoine, pour valoriser le fait qu'on est en Catalogne aussi, et qu'on fait des liens, qu'on valorise ce lien avec la Catalogne du Sud, qui aujourd'hui, en dehors de quelques projets un peu institutionnels et de relations institutionnelles, en quoi on valorise le fait qu'on partage une langue et qu'on partage une culture avec la Catalogne du Sud, en rien du tout. Parles catalan? Un poc, una mica. Non, mais on dit un poc, c'est roussillonné, un poc, un mic, c'est sud. Enfin, la question n'est pas là. Justement, le fait qu'on apprenne plus le catalan, est-ce que, parce qu'on nous dit, ouais, dans la compétition mondiale, c'est bien de parler anglais, mais parler catalan, est-ce qu'il n'y a pas d'utilité ici, clairement, il y aurait une utilité à... moi, j'habitais Saint-Jacques, c'était pratique. Non seulement il y a une culture catalane qui est riche et qui gagne à être connue. Ouais. Donc, c'est une belle langue. Donc, Lentink, mais la parle mal. Ouais. Et ensuite, on la valorise pas assez. C'est-à-dire que la catalanité, ici, c'est des plaques, de la traduction automatique, mais qui, dans le personnel municipal, pratique le catalan pour accueillir les touristes catalans qui viennent, merci à eux. Enfin, comment on les accueille et d'une façon générale, on leur parle espagnol. Espagnol, on n'en parle pas beaucoup plus espagnol que catalan non plus. Donc on a une politique de la langue à soutenir, et au-delà de ça, des échanges, pas seulement des échanges entre municipalités, mais des échanges entre les acteurs sociaux, culturels, économiques du Nord et du Sud, à favoriser. Et on peut parler, bon exemple de coopération, j'en ai une. Oui. Tu n'as pas encore parlé du train primeur et du fret. Non, voilà. Et du fret. Et de 11 000 camions par jour qui passent. Voilà, t'es lancé, vas-y, je vais pas t'arrêter. Voilà. Donc, très clairement, ces camions, ils viennent du sud, ils montent dans le nord. Ouais. Ils s'arrêtent ou ils s'arrêtent pas à Saint-Charles. Mais enfin bon, donc historiquement, on est un lieu d'éclatement. Un marché d'éclatement. Un marché de fruits et légumes entre le sud et le nord, un marché d'éclatement de fruits et légumes. Donc ces 11 000 camions, comment on fait pour qu'il y en ait moins qui passent, surtout qu'ils vont en passer de plus en plus d'après les pronostics commerciaux et d'échanges. Donc, on a des plateformes multimodales au sud, on en a ici. Oui. Donc faisons-en quelque chose, c'est-à-dire que on a potentiellement 30% du trafic de marchandises qui peut être reporté sur le train, soit depuis le sud, soit depuis ici. Donc de la même façon, est-ce qu'on se met en compétition, qu'on attend que Barcelone ou Gérone prennent des positions et de regarder les trains passer, ou est-ce qu'on a une politique concertée, sachant qu'en plus les entreprises qui sont à Saint-Charles sont des entreprises essentiellement espagnoles. Donc parlons-nous et faisons une politique concertée. Non mais c'est gentil, oui. Entre le nord et le sud, et là Perpignan, depuis sa place de ville frontière qui voit passer ses camions, elle a tout un rôle à jouer pour proposer une politique multimodale qui vaut pour elle, mais qui vaut pour l'ensemble de la France. Donc soyons actifs des politiques qu'on veut voir mettre en place. Alors la question, c'est quel est le poids d'un maire? Moi j'ai eu Jean-Marc Pujol qui me dit que lui président d'Aglo, il peut pas faire grand chose à ça. Et puis j'ai eu Olivier Amiel qui m'a dit ouais mais le marché, quand même le marché. Et j'ai eu même Derlincourt qui est le directeur du fret qui m'a dit ouais
alors quand même, le frigo, c'est pas tout à fait notre métier. Il faut qu'on revienne à notre action principale, la traction. Donc j'ai croisé un tracteur au passage. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire en tant que mairesse, comme dirait Valérie, et présidente d'Aglo? Dans tes compétences, techniquement, c'est pas vraiment le truc. Moi, je pense qu'une collectivité peut porter l'ambition de politique publique et aller mobiliser les partenaires pour avoir des politiques publiques. Quand une collectivité, une communauté urbaine de 250 000 personnes prend en main des dossiers, même si c'est pas exactement sa compétence, il faut être volontaire sur ces politiques, avoir une vision et le porter et un peu déplacer des montagnes. Parce que ici, si on nous dit ça, mais on nous dit ça aussi pour la sécurité, c'est en gros, je crois que ça va pas être possible, ou on va pas y arriver, ou c'est pas de mon problème à un moment donné. Quand on est en responsabilité, on prend son bâton de pèlerin et on va taper aux bonnes portes pour mettre en place des politiques, que ça soit une politique en termes de présence et d'action de la police nationale et de la justice sur le territoire, ou que ça soit en termes de politique de transport auprès de la région pour les TER, auprès de l'État pour les lignes nationales, etc., etc. Donc il n'y a pas de fatalité en se disant non, c'est pas notre compétence, etc. Et puis en plus, je préciserai que en tant que mairesse, nous on se présente, on est un collectif, donc on a des compétences. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire la co-construction de programmes avec les habitants, le fait de partir des expertises, elle va se retrouver dans notre liste et elle se retrouvera dans notre fonctionnement. Donc on a aussi des gens qui connaissent très bien les dossiers et qui seront à même de les défendre sur notre territoire et au-delà auprès des décideurs qu'il faudra mobiliser. Donc c'est pas juste une personne qui va tout faire. La pratique du pouvoir, on l'imagine en transversalité et qu'on se retrousse les manches. Qu'on relève les coudes et qu'on lève le coude et qu'on retrousse. Enfin bon, bref, peu importe. Alors, on parlait de drogue, ça tombe bien, on n'a pas parlé de politique de jeunesse. Alors, bon, on sait que Perpignan est un EHPAD, mais quand même, il y a quand même quelques jeunes. Est-ce que finalement, j'allais dire un truc vulgaire, il se retire le doigt du huc et il se débrouille, ou alors il se colle devant Netflix et ils s'abrutissent, ou est-ce que l'institution publique peut les dynamiser en proposant une série d'activités, pâte à modeler, corde à linge, etc. Alors, il ne s'agit pas de les dynamiser. Nous, très, très clairement, tous les jeunes qu'on a croisés sur le terrain, quand on a fait nos caravanes ceux qui étaient sur le canapé, il fallait débouler dans le salon, évidemment. Non, on les croise dans la rue et c'est unanime. Ils ont envie de faire des choses, sauf il n'y a pas d'équipement dans les quartiers, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de proposition culturelle, bref, il n'y a rien, c'est le grand vide. On n'a pas spécialement, enfin c'est quand même assez opaque la politique de subvention aux clubs sportifs, aux activités, aux clubs culturels. C'est pas parce que t'aimes pas le basket qu'il faut en dégoûter les autres, hein. Nous, très clairement, on défendra on va défendre l'idée qui est quelque part un droit au loisir, culture, sport pour l'ensemble des habitants, des jeunes de Perpignan, des enfants des jeunes de Perpignan, d'avoir une politique culturelle, une politique d'éducation populaire dans le cadre de la périscolarité sur lequel on peut faire des choses vraiment intéressantes. Ce qu'on appelait, comment ça s'appelle j'en faisais quand j'étais jeune moi-même. Bon, ça me reviendra. Bon, bref, c'est juste de la médiation culturelle, la culture... Éducation populaire, c'est le mot que je cherchais. Je viens de le dire, ah bon, tu m'as pas écouté. Bon, donc oui, de l'éducation populaire, parce que l'éducation populaire, ça aide à comprendre dans quel monde on est et à se donner les moyens de construire un projet individuel et collectif. Et donc aujourd'hui, l'éducation populaire à Perpignan, c'est 0. Et donc on fera pas non plus de démocratie. L'éducation populaire, c'est aussi indispensable pour une pratique démocratique. Et puis c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire que les choix dans les quartiers soient faits par les habitants au sein d'assemblées de quartiers avec des budgets participatifs. Et que quand on part d'une ville clientéliste
où on étouffe les bonnes volontés comme aujourd'hui à Perpignan, eh ben, il faut effectivement mettre le paquet sur l'éducation, sur les échanges, sur la culture, pour qu'on se réapproprie notre pouvoir de citoyen et qu'on décide collectivement ce qui est le mieux pour notre ville. Est-ce qu'il y a assez de moyens pour faire tout ça? Est-ce qu'on ne sera pas obligé d'augmenter les impôts pour pouvoir tenir la dette et faire autant de belles choses? Donc tu poses la question du budget. Voilà, en français. Ouais, les finances publiques, on appelle ça. Les finances locales. Publiques. Alors les finances publiques, d'où on part et qu'est-ce qu'on peut faire? On part à pieds nus, alors, avec des ampoules. On part d'une situation extrêmement opaque entre la situation de la ville et la situation de la communauté urbaine. Donc la ville, elle présente un assez bon équilibre budgétaire, financier, voilà, en termes de capacité d'autofinancement, de temps de remboursement de la dette, etc. La communauté urbaine, elle représente un endettement très important. Donc en fait, si on regarde dans le détail les deux budgets, et si on lit dans le détail le rapport de la Cour des comptes, on voit qu'il y a des transferts de charges de la ville vers la communauté urbaine et à l'inverse, des dotations extrêmement importantes de la communauté urbaine vers la ville qui ont même en gros en 5 ans. La ville de Perpignan se comporte sur une tique comme un chien sur un chien qui est l'agglo, quoi. Eh ben, en tout cas, les contributions de chaque commune et ce qu'elles en retirent, c'est très très opaque et certaines communes ont bien raison de se dire, de poser des questions auxquelles on ne leur répond pas. Et le rapport de la capitale de l'Empire, c'est normal. La Chambre des Cours des comptes, elle le dit très clairement, c'est opaque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, le budget de fonctionnement, les recettes de la ville de Perpignan ont augmenté et à la fois, il y a eu un transfert de charges, donc elles ont baissé. C'est pour ça que Monsieur Pujol me disait que c'était l'équilibre des comptes de la ville de Perpignan. Elle s'est servie à côté. Eh ben, ça explique en partie. Ce qui explique en partie aussi, c'est que la taxe foncière, il y a une assez bonne rentrée d'argent de taxe foncière, puisqu'on a un niveau qui est beaucoup plus élevé que sur des villes équivalentes. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le budget de fonctionnement général, les bâtiments, les agents, etc., certes, a un petit peu baissé, mais est bien supérieur à la moyenne des villes équivalentes. Donc, en termes de maîtrise budgétaire, on n'est pas si bon que ça. Et effectivement, il y a des jeux d'écriture qui masquent un peu la réalité. Il est plus fiscaliste que comptable, le gars, en fait. Il est un petit peu plus fiscaliste, certainement, que comptable. Ce qu'on voit aussi, ce que je voudrais pointer, c'est qu'on sous-investit, c'est-à-dire qu'on a des niveaux d'investissement. On prévoit des investissements qu'on n'exécute pas, qu'on a des niveaux d'investissement qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Si on reprend le transport, on prévoit d'investir 10 millions par an dans les infrastructures. On ne les dépense pas, alors qu'une ville équivalente comme celle de Nîmes, elle en dépense 20 millions d'euros par an. Parce que, donc nous, on n'est pas du tout... on n'a pas de problème pour investir. Il est reporté. Il est reporté l'année d'après, le budget. Donc voilà, on prévoit des investissements, déjà pas assez importants. En plus, on les exécute pas. Donc, très clairement, il faut investir dans l'avenir, il faut investir dans les transports, il faut investir dans le logement. Il faut rénover le parc de l'office public HLM Perpignan Méditerranée, qui a un taux de vacances de 6% parce que les appartements sont trop dégradés et ne peuvent pas être reloués. Donc c'est écrit noir sur blanc sur le rapport. C'est la photo pauvre, ça, s'ils te débillent leur maison. Non, parce qu'on a trop retardé des travaux de rénovation d'ensemble qui ont plus de 20 ans et donc qui se dégradent comme n'importe quel parc immobilier. Donc il faut investir. Il faut regarder précisément tout ce qui est ressources humaines parce que finalement on a une masse salariale avec vraiment un problème de RH, on a un taux d'absentéisme RH, c'est-à-dire de ressources humaines. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un taux de... Combien il y a d'employés municipaux? C'est quoi tous ces gens là? Alors, en tout cas, ils sont de plus en plus absents. Les maladies longue durée, les des congés, dépressions beaucoup. Les congés longue durée pour maladies longue durée augmentent significativement. Les accidents du travail augmentent significativement. Donc, en fait, il n'y a pas de gestion
du personnel de la municipalité. Donc là aussi, il faudrait peut-être une politique. Et nous, très clairement, les agents municipaux, il faut redonner aussi du sens à leur position, et à leur Ils sont métier. dépressifs parce qu'ils sont comme à France Télécom, on leur confie des tâches qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont censés faire. Alors je sais pas si c'est ça. Il y a des suicides, non, bon, on n'en est pas à des suicides, mais en tout cas à des congés de plus en plus longs. Donc c'est pas parce qu'ils sont paresseux. Je vais pas juger de la paresse ou pas. C'est-à-dire que pour moi c'est l'organisation de la mairie en elle-même qui génère une situation auprès des agents et ces indicateurs qui sont complètement aberrants. Donc il s'agit d'avoir une politique où les agents, ils ont leur place, ils ont des missions de service public à accomplir. Donc aujourd'hui, Olivier Amiel l'a très bien décrit, c'est-à-dire que les techniciens, ils sont pris entre leur hiérarchie directe qui est là pour mettre en place des politiques avec une planification et des ordres directs des élus pour faire ceci ou cela dans une démarche clientéliste. Donc non, fonctionnons comme il se doit, c'est-à-dire que chacun a sa mission, on est là pour rendre service aux habitantes et aux habitants. Il faut le faire dans le cadre de politiques qui sont claires, qui sont structurées, avec des directions qui sont organisées, et où le technicien n'est plus seulement l'exécutant de l'élu, mais le technicien, c'est le lien entre les habitants et l'élu. Et donc, il faut lui redonner sa place dans ce trio où il n'est pas seulement au service des élus, il est surtout, les agents sont au service de la population. Donc redonnons du sens à ce qu'il faut faire dans cette ville, redonnons du sens à la place des agents municipaux. Et je pense qu'on peut construire une politique à l'intérieur de la mairie qui fait qu'on rend des services publics à la population, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Alors, on a évoqué la culture, mais pas assez avant. Alors, on a des outils culturels, notamment un qui nous coûte cher, le théâtre de l'Archipel. Est-ce qu'on peut le revendre ? Enfin, il nous appartient pas, et il nous appartiendra pas avant longtemps. Est-ce qu'on peut pas le louer pour faire des abattoirs, un donjon sadomaso énorme, un truc, mais... Ouais, bon, je te suis pas, le théâtre de l'Archipel, il est là, il existe. Ouais. C'est une scène reconnue, je pense que c'est une scène aussi qui a pris sa place dans le paysage culturel. Il ne s'agit pas de défaire ce qui a été fait par principe, ce qui a été fait avant. Donc ce qu'on dit, c'est que ouvrons ce théâtre de l'Archipel aussi dans une politique culturelle ouverte à toutes et tous, ouverte à la jeunesse. Donc il y a déjà des initiatives du théâtre de l'Archipel, continuons dans ce sens-là. Faisons des partenariats avec les écoles, les quartiers, etc. Mais ne faisons pas que ça. Allons dans les quartiers, créons de la culture, des lieux culturels dans les quartiers, avec aussi une programmation de qualité. Et ne faisons pas que des événements que en centre-ville. Tu trouves que la programmation n'est pas de qualité, on le dira à Borcasidja ? Que la programmation du théâtre de l'Archipel, voilà. non, je viens de te dire le contraire. Ouais. La programmation, elle est de qualité, elle a sa légitimité. Je te dis qu'il ne faut pas programmer que la culture en centre-ville sur les grands équipements. D'accord. Il faut aussi qu'elle diffuse dans la ville et dans les quartiers avec des propositions d'animation culturelle qui soient aussi dans la rue. Soutien aux petites compagnies de théâtre, aux groupes de musique locaux. Est-ce que on n'a pas un problème, et ça ne dépend pas de la mairie, ceci dit, comme tu dis, c'est pas parce que ça tient directement à soi qu'on ne peut pas y influer. On n'a pas un problème de médias, de services publics des médias locaux. C'est-à-dire que France Bleu, elle n'est pas assez intello, elle fait un peu des bubuseries par exemple, l'Indépendant fait pas assez de la qualité, France 3... Tu poses la question, je ne vais pas distribuer des bons ou des mauvais points aux médias locaux, tu poses la question de médias indépendants, de médias, enfin plutôt de pluralité des médias. Voilà, enfin, et aussi du service public des médias locaux. L'indépendant n'est pas que public, sache. Mais bon, donc il faut soutenir aussi d'autres canaux de communication plus pluriels que ce qu'on a aussi aujourd'hui à l'échelle de la
ville. Sur quels critères? Sur quels critères on Ouais, les on soutient? soutient, oui. Ah bah, on soutient les initiatives. On avait où on les initie, mais pas pour les contrôler. Ouais. Voilà, pour qu'elles prennent leur Est-ce envol et qu'elles jouent un télé rôle. municipale, ça serait utile, ou une télé de En l'agglo? tout cas, une télé locale, bah oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on a assez d'infos locales finalement? Alors sur Est-ce qu'on est assez informé? sur ce qui est fait, sur les initiatives positives des habitants, c'est clair que on n'a pas assez de visibilité finalement de la richesse, du dynamisme, parce que par exemple on a une scène musicale hyper active à Perpignan qui se débrouille toute seule ou presque, et ça apparaît pas, alors que les gens quand ils arrivent d'une autre ville ils sont étonnés de trouver ça. Donc voilà, par exemple c'est une richesse qu'on valorise pas du tout, et notamment via des médias indépendants ou des médias qui il qui faudrait couvrent, peut-être une qui radio suivent. qui diffuse plus, enfin radio ou télé qui diffuse plus la création musicale locale. Ouais, par exemple. Voilà. Par exemple. Alors, de quoi qu'on n'a pas parlé? Cherche. Quoi? Oui. Non. Cherchons de quoi On va parler. revenir à Barcelone, parce que c'était bien. On l'a évoqué, on a parlé de la langue catalane, machin. Mais dans le cadre de travail en commun, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on a à leur proposer qu'ils n'ont pas eux? Parce que des Rouskis, ils en ont. Qu'est-ce qu'on a à leur proposer qu'ils n'auraient pas eux? Pas forcément Barcelone, mais par exemple Gérone, tout simplement, quoi. En Bah. termes d'échanges, de construction commune. Bah voilà, sur la culture, est-ce que on fait des liens? Est-ce qu'ils ont Caval? Eh ben non. Eh ben voilà. Qui reçoivent Caval, mais c'est-à-dire qu'on favorise pas les liens des acteurs à leur niveau. Mhm. On donne pas de pont pour que les acteurs musicaux des PO et ceux du Sud se rencontrent, et c'est-à-dire effectivement que les groupes passent la frontière. Donc il y a des choses qui se font, mais quand Gérone, je sais plus exactement qui avait envoyé un bus gratuit, on avait râlé. C'était Figuère. On avait râlé comme quoi... Donc les commerçants de Figuère avaient affrété des bus gratuits pour que les gens d'ici aillent consommer là-bas. Voilà, et pourquoi on fait pas le contraire? Parce qu'en plus, les gens de Figuère, ils viennent, hein, donc accueillons-les dignement, et donc typiquement ce transport transfrontière, au lieu de tous passer par la Neuf et prendre notre voiture pour dépasser la frontière, est-ce qu'on peut pas le mettre en place? Autre sujet, cette fois-ci toujours le train, un TER transfrontière, alors qu'il y a des gens qui font les allers-retours tous les jours. Il y a plein de choses à voir au sud, et les gens du sud ont envie de venir voir notre ville. Donc pourquoi on ferait pas un transport en train qui utilise et l'ancienne ligne et la nouvelle ligne? Donc ça, c'est des projets... Il y a une question de rail, déjà. Oui, bah, avoir des trains à Port-Bou quand celui qui arrive de Perpignan, celui qui va à Figuère démarre, ça serait pas mal d'avoir une concordance tout simplement des horaires. Et on peut aussi faire passer mais ça, c'est la TER SNCF et la Renfe qui décide, je veux dire... C'est on revient à la même chose, c'est le train régional. Alors donc, tu as peut-être été au courant qu'il y a eu une conférence sur le fret, enfin sur le train à Perpignan Méditerranée Métropole avec les acteurs du train la semaine dernière. Donc très clairement, l'intervenant disait et la navette gratuite de Figuère nous le montre, les Catalans sont prêts, ont envie de s'investir sur des transports en commun transfrontières. Par contre, il n'y a pas de demande du côté de la région Occitanie. Depuis Perpignan, puisqu'on est directement concerné, portons cette idée. Ça m'étonnerait, on a quand même Madame Langevin, qui est porteuse de la transformation énergétique, et donc elle va s'en occuper. Sur ce sujet transfrontière, il n'y a pas aujourd'hui de volonté politique affichée de faire bouger les choses, alors que au sud, ils sont prêts. Donc voilà, ce type de... Un deuxième sujet ferroviaire, que ce soit transport de marchandises ou transport de personnes, posons-nous les questions et construisons des politiques dans le cadre de l'Eurorégion. Et là-dedans, Perpignan a tout son rôle à jouer, non pas en compétition avec les autres, mais en coopération pour faire vivre cette Eurorégion, puisqu'on est la ville frontière.
Alors là, on a balayé plein de sujets et est-ce que j'en aurais oublié dont tu voudrais parler, genre des attrapés de la baguette, etc., là, parce que moi, je voudrais. Oui. Tu veux un sujet ouais, concret. fais mon boulot, quoi. Ouais, voilà. Bon, moi, je voudrais rappeler qu'on ait une liste. Qui est toujours ouverte. Oui, vous avez pas fini de la boucler. On n'a pas fini de la boucler parce qu'on est sur la base de candidature sur notre liste. Donc c'est toujours possible de candidater. Donc si Monsieur Pujol veut venir, il est le bienvenu. Oui, bon, il peut pas être sur 2 listes en même temps, donc voilà. Et puis il peut essayer de gagner à tous les tableaux, on sait jamais. Qu'on continue à construire collectivement notre programme qu'on bouclera et qu'on présentera début janvier. Sur des axes démocratiques, écologiques, social, culture, on en a bien parlé. Et je pense que ce qui nous différencie fondamentalement, c'est qu'on regarde en face et qu'on s'occupe de l'état de précarité et de pauvreté dans lequel est la ville. Et donc, pour parler d'un dernier sujet, c'est typiquement le logement. De la même façon, on nous dit, bon, en fait, on peut pas faire grand-chose, on va faire beaucoup, c'est-à-dire on a obtenu 134 millions d'euros de l'État et de l'ANRU pour rénover le centre historique. Enfin, on l'a pas seulement obtenu, c'est que l'État veut investir pour faire quelque chose. Pour l'instant, il fait avec le peu de vision de la municipalité actuelle, mais l'idée, c'est bien de donner un projet sur le long terme où on se préoccupe de l'avenir et qu'on commence le plus rapidement possible à agir pour le long terme. Voilà. Donc côté office public HLM, il y a aussi beaucoup de choses à faire et c'est symptomatique et du manque de transparence et du peu de vision d'avenir qu'on a que les équipes et que la dernière équipe avait, puisque en termes de transparence, on a quand même Jean-Marc Pujol qui est président. Alors pourquoi Jean-Marc est transparent? Non, alors de manque de transparence. Si on regarde comment est géré l'office HLM, le président c'est le maire de notre ville, la vice-présidente c'est sa compagne élue également à la ville, et c'est qui sa compagne? Fatima Daïn. Il n'était pas marié Oui, ils sont mariés maintenant. Bon, mais ça m'intéresse pas trop. En tout cas, et le directeur général, c'est Monsieur Sidja, l'ancien directeur de cabinet. Quand on voit le fonctionnement, on a une commission d'attribution avec 6 personnes. Et stratégiquement, c'est utile, non, d'attribuer des logements politiquement? Alors, 3700 demandes pour 3500 demandes par an pour un parc de 7600 logements, 7300 logements. Donc ça veut dire que chaque année, il y a la moitié du parc en termes de demandes. Donc il y a vraiment une problématique de logement et de sous-investissement. Voilà. Donc que ça soit dans la transparence de l'attribution ou que ça soit de mettre les moyens pour rénover et pour avoir un office public HLM qui réponde aux besoins, il faut mettre le paquet à Perpignan et d'ailleurs aussi dans les communautés, les autres villes autour qui n'atteignent pas les 20% de logements sociaux. Voilà, donc c'est ce genre de politique qu'on veut mettre en place résolument. Caroline Forgue, merci. Merci.